Voici le récit complet de l'incident du Nimitz, durant lequel a été filmée la séquence devenue célèbre depuis, montrant un objet ayant une forme de tic-tac. Tout ce qui est rapporté ici provient uniquement de la bouche des témoins, David Fravor, Alex Dietrich et Chad Underwood. Aucune autre source que les récits de ces témoins n'a été utilisée pour l'écriture de cette histoire. La vidéo comporte quelques indications visuelles et fournit quelques informations supplémentaires, mais j'ai pensé à ceux qui ne font qu'écouter. Ainsi, il n'est pas nécessaire de regarder pour comprendre ce qui se déroule dans l'histoire. C'est parti. L'histoire se passe le 14 novembre 2004, au large de la côte californienne, à l'ouest des États-Unis. Déployée en mer depuis 2 semaines, une importante flotte, un CVBG comme disent les Américains, composé d'un porte-avions, bâtiment central de la flotte, et encadré par une escorte de navires de combat. Cette flotte aéronavale conduit des exercices dans l'océan Pacifique, en vue d'un déploiement au Moyen-Orient prévu pour 2005 dans le cadre de l'invasion de l'Irak. David Fravor, officier commandant et pilote de chasse, s'est vu confier le commandement de l'escadron VFA-41 un mois plus tôt. Cet escadron de l'US Navy est aussi connu sous le nom des As Noirs. Aujourd'hui, les As Noirs ont un exercice de simulation d'interception. C'est une mise en situation durant laquelle un escadron joue le rôle des Américains, tandis qu'un autre escadron prend le rôle de l'ennemi. Les Américains disent tout simplement les gentils contre les méchants, de leur point de vue. Le rôle des gentils aujourd'hui sera joué par les As Noirs, l'escadron du commandant Fravor donc, et un autre escadron, le VMFA 232, aussi connu sous le nom d'escadron des Diables Rouges, jouera les méchants. Cet exercice est un 2 contre 2, deux avions des As Noirs contre deux avions des Diables Rouges. L'objectif des Diables Rouges sera de voler en direction du porte-avions, et le but du jeu pour l'autre équipe sera d'essayer de les intercepter avant qu'ils n'atteignent le porte-avions. Ce n'est qu'un exercice évidemment, les avions ne se tirent pas dessus en vrai, ce n'est qu'une simulation. Les avions sont des F-18 Super Hornet à double place, ce qui signifie qu'il y a 2 personnes par avion, et comme il y a 2 avions par équipe, ça fait 4 personnes par équipe. Dans un F-18 Super Hornet, le pilote est à l'avant et derrière lui se trouve l'officier système d'armes, un poste que dans le jargon des militaires américains on appelle le WISO. Tandis que le rôle du pilote est évidemment de se concentrer sur le pilotage, le WISO de son côté gère tout le reste, à savoir la navigation, la gestion des ordinateurs de bord, des radars, etc. Les 2 escadrons commencent leur exercice, ils décollent du Nimitz et s'éloignent au sud de la flotte. Ils restent pendant ce temps en contact avec le USS Princeton, un des navires de guerre de la flotte. Je cite le commandant Fravor. À ce moment-là, nous n'avions aucune idée que, depuis que nous étions arrivés sur place 2 semaines plus tôt, il détectait ces choses qui apparaissaient dans le ciel. Alors qu'il se dirige vers la destination où doit avoir lieu l'exercice, l'USS Princeton les contacte par radio et les informe qu'il y a un changement de programme. Ils sont contraints d'annuler la mission qui était prévue. Il est demandé à l'escadron des As Noirs de changer de cap et de rejoindre un nouvel objectif plus loin de la côte. C'est pendant le trajet vers cette nouvelle destination que le Princeton les briefe sur ce qui se passe. On leur révèle que cela fait 2 semaines que les radars accrochent des signaux inhabituels et que personne ne sait de quoi il s'agit. David Fravor questionnera plus tard un contrôleur de l'USS Princeton qui lui dira qu'ils en avaient détecté jusqu'à 12 en même temps. Ces objets venaient d'une altitude très élevée, à plus de 24 000 mètres, soit bien au-delà des altitudes de vol des avions de ligne et même des avions de chasse. Les objets descendaient jusqu'à peu près 6 000 mètres, ils restaient là pendant quelques heures, puis ils repartaient vers le haut. Le lieutenant Fravor apprendra aussi que les objets étaient détectés non seulement par les radars du Princeton, mais aussi ceux du porte-avions Nimitz, mais qu'ils ont aussi été vus directement par des membres du personnel. D'habitude, ces mystérieuses signatures radars n'apparaissaient qu'en dehors des heures de vol des avions de chasse, mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils se manifestent alors qu'il y a des escadrons en vol. Il aurait donc demandé d'aller investiguer la zone où ces objets ont été détectés. Dans l'escadron des As Noirs, le commandant David Fravor et la pilote de l'autre avion, Alex Dietrich, pensent qu'on les envoie investiguer des activités en rapport avec le trafic de drogue. Ils se trouvent non loin de la côte mexicaine, un lieu de transit illégal entre l'Amérique latine et les États-Unis, et la première idée qui vient à l'esprit des pilotes, c'est qu'il doit s'agir d'avions transportant de la drogue. À mesure qu'ils se rapprochent, le Princeton les oriente plus précisément vers la source du signal radar. Un peu plus tard, on leur annonce qu'ils sont en merge plot, en anglais,
ce qui signifie qu'ils sont arrivés dans la zone où se trouvent les objets. Les deux pilotes observent les environs. Le temps est très clair ce jour-là et la visibilité est très bonne. Assez vite, ils repèrent en dessous d'eux, à la surface de l'océan, quelque chose de particulier. Vous avez peut-être déjà vu, quand vous êtes sur une plage et que vous regardez la mer, des zones un peu plus blanches, un peu écumeuses, souvent plus agitées que les alentours. C'est en général parce qu'à ces endroits, il y a des rochers qui affleurent à la surface, ce qui crée des perturbations et produit de l'écume. C'est l'image que prendra le commandant Fravor pour décrire ce qu'ils ont vu alors. À la différence que cette perturbation à la surface de l'océan est bien plus grande qu'un simple rocher. David Fravor estime qu'il a une taille comparable à un Boeing 737, soit une trentaine de mètres. Et aussi, cette perturbation blanchâtre semble avoir la forme d'une croix, une très grande croix, mais pas comme un X, puisque l'une des branches est plus grande que l'autre. Mais aussi, les deux pilotes et les deux Wiseau aperçoivent, au-dessus de la perturbation en forme de croix, juste au-dessus de la surface de l'océan, d'après l'estimation du commandant Fravor, le fameux tic-tac. Ils remarquent tout de suite les manœuvres insolites de cet objet en forme de gélule. Ses mouvements sont erratiques, les changements de direction soudains, il se déplace d'avant en arrière, de gauche à droite, dans tous les sens au-dessus de la perturbation blanche. David Fravor estime que la taille de l'objet est comparable à l'envergure du F-18 Super Hornet qu'il pilote, c'est-à-dire à peu près 12 mètres. Il apparaît tout de suite au commandant Fravor qu'il ne peut s'agir d'un avion, tout simplement parce que ça ne correspond pas du tout à la manœuvrabilité d'un avion. Il se dit qu'il doit s'agir alors d'un hélicoptère, bien que ça paraisse peu probable à cet endroit, aussi loin de la côte et aussi loin de la flotte. En effet, un hélicoptère ne peut pas se projeter très loin de l'endroit d'où il a décollé, il n'a pas un très grand rayon d'action, en tout cas comparé à un avion. David Fravor descend en spirale, dans une manœuvre qui lui permet de garder un œil sur l'objet tout en s'approchant. Il observe l'objet pour confirmer l'hypothèse de l'hélicoptère, mais on dirait qu'il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas de rotor, et puis, surtout, il n'y a pas de perturbation sur l'eau. Et un hélicoptère qui volerait au-dessus de l'océan, aussi près du niveau de la mer que cet objet semble être, le souffle de ses hélices est censé créer des perturbations circulaires et visibles depuis le ciel. Plus le commandant Fravor se rapproche du niveau de la mer, et plus ça devient évident qu'il ne s'agit pas d'un hélicoptère. Pourtant, l'objet est toujours là, effectuant des manœuvres impossibles, des allers-retours saccadés, de gauche à droite, d'avant en arrière, ce qui évoque à David Fravor les mouvements d'une balle de ping-pong qui rebondirait entre deux murs. David Fravor continue à descendre. Il ne peut pas le faire aussi vite que l'avion le permettrait, et il doit surveiller son altimètre et procéder par paliers. En effet, vu du ciel, la surface de l'océan a exactement la même apparence que vous soyez à 500 ou à 5000 mètres. Aussi, un pilote de son expérience sait que lorsqu'on vole au-dessus de la mer, on ne peut pas se fier aux repères visuels pour estimer l'altitude. Le pilote se doit d'être extrêmement vigilant pendant une manœuvre de descente, ou sinon il pourrait se retrouver sur une trajectoire impossible à redresser à temps. L'objet continue à démontrer des capacités de vol que David Fravor ne peut rattacher à aucun engin connu. Toujours ces manœuvres qui évoquent un objet qui rebondit entre deux murs. Un hélicoptère est bien capable d'osciller de gauche à droite, mais pas de manière si abrupte. Il peut se pencher vers la gauche, dériver dans cette direction, puis se pencher sur la droite pour repartir dans l'autre sens. Mais quand il bascule ainsi dans une autre direction, il ralentit progressivement, il s'arrête, puis il repart dans l'autre sens. Il ne change pas instantanément de direction. Mais alors que l'avion se rapproche, l'objet va effectuer une autre manœuvre tout aussi surprenante. Il va pivoter sur lui-même, toujours avec la même spontanéité. Il était orienté selon un angle nord-sud et il pivote rapidement pour se mettre en position est-ouest. David Fravor a l'impression que cette manœuvre soudaine est une réaction à sa présence. Ça lui est confirmé tout de suite après, puisque l'objet se met à grimper aussi vite que l'avion du commandant Fravor descend. Il décrit un arc de cercle qui imite la trajectoire de l'avion par symétrie, ce que David Fravor qualifie de comportement en miroir. L'avion et l'objet se retrouvent à tourner autour d'une trajectoire en cercle, l'un en montant et l'autre en descendant. Le commandant Fravor sait que s'il veut approcher l'objet davantage, ça ne sert à rien de continuer à tourner en cercle, puisque l'objet en fait de même. Il lui faut couper à l'intérieur du cercle. Quand vous êtes pilote de chasse, vous ne cherchez pas à aller où l'objet se trouve. Vous cherchez à anticiper sa trajectoire et vous rendre vers où il se dirige. David Fravor opère donc un virage serré pour prendre la corde et couper la trajectoire de l'objet. Il descend toujours tandis que l'objet grimpe.
Bientôt, ils seront à la même altitude, aux alentours de 3600 mètres au-dessus de l'océan, et le commandant Fravor compte bien se trouver assez près de l'objet quand ce sera le cas. Il estime maintenant être à quelques centaines de mètres au-dessus de l'objet, entre 600 et 1000 mètres. Il a bien négocié son virage et il est sur une bonne trajectoire pour croiser l'objet à faible distance. Mais alors qu'il se retrouve à la même altitude que l'avion, l'objet accélère brutalement et disparaît en moins d'une seconde. Pendant tout ce temps, l'autre avion, piloté par Alex Dietrich, est resté en altitude, tournant en cercle au-dessus de la scène pour pouvoir l'observer d'en haut. Le commandant Fravor leur demande s'ils ont un visuel sur l'objet, et ils répondent que non. Il n'y a plus rien. Pourtant, l'objet était de couleur blanche et en contraste avec l'océan d'un bleu profond derrière, il était bien distinguable, et ils auraient dû pouvoir le suivre du regard. En tant que commandant d'escadron, c'est à David Fravor de décider ce qu'il doit faire maintenant. Ils ne savent plus où est l'objet, ils ne peuvent pas se lancer à sa poursuite. Mais qu'en est-il de cette perturbation à la surface de l'eau? David Fravor commande à son unité d'aller investiguer la surface. Mais ils se rendent bientôt compte qu'il n'y a rien à voir que le bleu de l'océan, et que, tout comme l'objet volant, le phénomène en forme de croix a disparu. Il n'y a plus rien à voir, la mission de reconnaissance est terminée. David Fravor commande à son unité de retourner à leur destination initiale, à une soixantaine de kilomètres au sud de la flotte du Nimitz. En chemin, il en informe le centre de contrôle de l'USS Princeton. Le contrôleur du Princeton l'informe que, bien que ce soit difficile à croire, l'objet est réapparu sur leur radar. Et cet écho-radar se trouve justement à l'endroit où le commandant Fravor et son unité ont décidé de se rendre. L'objet n'a pas été traqué par les radars, il est juste réapparu à cet endroit. S'il s'agit du même objet, David Fravor estime qu'il a dû parcourir une centaine de kilomètres en 30 ou 40 secondes. L'escadron continue à avancer vers sa destination, à la rencontre de l'objet. Arrivés sur place, ils ne trouvent rien. Leurs radars, leurs instruments de détection à bord ne captent rien de particulier. Ils continuent à balayer la zone, mais toujours rien. Donc, ils décident de retourner aux Nimitz. Après avoir atterri sur le porte-avions, ils se dirigent vers leur vestiaire pour enlever leurs combinaisons et se changer. Sur le Nimitz, plusieurs équipes se relaient dans la journée. Quand une équipe revient au porte-avions après avoir fini sa mission, c'est une autre équipe qui prend le relais dans les airs. Dans le vestiaire, David Fravor croise les membres de la prochaine équipe en train de s'équiper. Leur mission du jour, une mission de ravitaillement. Pour ce genre de mission, leur avion est équipé d'un pod de ciblage. C'est, pour faire simple, un objectif qui peut pivoter dans tous les sens et prendre des images qui sont affichées en temps réel sur un écran à l'intérieur du cockpit. Le pod de ciblage est commandé par le WISO depuis la place arrière du cockpit, grâce à des manettes semblables aux commandes qui permettent de piloter un avion, sauf qu'elles contrôlent l'orientation de la caméra. Ces pods sont capables de voir dans la lumière visible, mais aussi dans les infrarouges. En pressant un bouton, le WISO peut passer d'un affichage à l'autre, passer de la vue radar à la vue caméra ou à la vision infrarouge. Il s'agit d'un système informatique intégré qui peut orienter tous les instruments de l'avion vers une seule cible, désignée par le WISO à partir du radar. Et justement, c'est un WISO qui s'adresse au commandant Fravor dans les vestiaires. Avant de partir pour sa mission, il lui dit: On va le trouver ce truc. Et en effet, ils vont le trouver. Car plus tard, ce même WISO sera celui qui va pointer son pod de ciblage sur l'objet et enregistrer les images maintenant devenues fameuses du tout aussi fameux Tic-Tac. Son nom, le lieutenant Chad Underwood. Pour retrouver l'objet et le filmer, ils ont suivi une trace radar qu'ils ont réussi à accrocher, et Chad Underwood a braqué tous les détecteurs de l'avion vers la provenance du signal. Faisons ici un petit rappel d'ordre technique pour bien comprendre ce qui est sur le point de se passer. Comme vous le savez peut-être, un radar est un appareil qui envoie une onde électromagnétique. Cette onde se réfléchit sur la surface d'un objet à détecter et est renvoyée vers le radar. Quand le radar reçoit le retour d'une onde qu'il a lui-même émise, il sait que quelque chose dans son champ de détection l'a renvoyé par réflexion. En prenant en compte le temps qu'a pris une onde pour faire l'aller-retour, le radar peut savoir à quelle distance se trouve l'objet qu'il a réfléchi. Mais pour éviter d'être repéré, certains objets sont capables de faire ce qu'on appelle un brouillage radar. Ils émettent des ondes de la même nature que celles du radar pour, en quelque sorte, l'aveugler et l'empêcher d'évaluer correctement la distance des cibles. Un tel acte de brouillage, dit brouillage actif, est techniquement considéré comme un acte de guerre. C'est considéré comme une attaque si vous voulez. Heureusement, il y a des moyens de savoir, pour l'équipage à l'intérieur d'un avion de chasse, que leur radar est en train d'être ciblé par une tentative de brouillage. C'est exactement ce qui va se passer. Quand Chad Underwood braque l'instrumentation vers l'objet,
Des lignes verticales apparaissent sur son scope et le chiffre 99,9 apparaît sur l'écran du pod. Autant d'indices qui signifient à Chad Underwood que leur radar est en train d'être brouillé. Le radar ne peut plus fonctionner, il ne peut plus acquérir la cible. Le lieutenant Underwood contacte le Princeton, équipé de meilleurs radars, et leur demande s'ils peuvent voir l'objet. Réponse négative. Pour les radars du Princeton, l'objet n'existe pas. Heureusement, le pod, lui, ne perd pas la cible. Il est équipé d'un puissant zoom et est capable de verrouiller une cible visuellement sans l'aide du radar. Le pod verrouille donc l'objet pendant quelques secondes, avant que l'objet n'accélère soudainement, trop soudainement pour le pod qui ne parvient pas à le suivre. L'incident est terminé. En tout, l'événement n'a duré que quelques secondes, mais suffisamment longtemps pour démontrer des caractéristiques étonnantes. Comme on peut le voir sur la fameuse vidéo, Chad Underwood passe d'un mode à l'autre, du mode TV au mode infrarouge. Et quand il est en infrarouge, il ne peut voir aucun panache de chaleur, comme c'est censé être le cas avec un avion classique, doté de réacteurs dégageant inévitablement de la chaleur. Même en mode TV, il devrait être capable de voir quelque chose indiquant une forte chaleur, mais rien de tout ça. L'objet en lui-même est plus chaud que la température ambiante, et c'est pourquoi il apparaît sur le pod en mode infrarouge. Mais au-delà de ça, il ne dégage aucun panache. Deuxième élément surprenant, la façon dont l'objet a accéléré, si vite que le système du pod n'a pas eu le temps de le traquer. C'est surtout la perte de sa cible qui surprend Chad Underwood. Son système aurait dû être capable de tenir une cible conventionnelle. Aucun avion n'est capable de se libérer d'un verrouillage aussi facilement. Chad Underwood déclarera plus tard qu'il n'a jamais vu un engin se déplacer avec une telle vélocité. David Fravor concordera, aucun avion n'est censé pouvoir accélérer au point de semer leur système de verrouillage aussi vite. Il prend l'exemple d'un avion accélérant jusqu'à Mach 3, par un temps aussi clair et une visibilité à au moins 80 km, il est censé pouvoir le suivre au moins une minute. L'objet sur la vidéo disparaît en quelques secondes. Après avoir atterri sur le Nimitz, comme le veut le protocole au retour de chaque mission, Chad Underwood se rend au CVIC, le centre de renseignement opérationnel, pour faire un débrief. On lui demande s'il a pu voir l'objet, et c'est alors qu'il montre qu'il a dans la main une bande vidéo 8 mm. C'est encore mieux, dit-il. Je l'ai filmé. On va lui demander à quoi ressemblait cet objet, et c'est Chad Underwood qui, pour la première fois, emploiera le mot tic-tac pour décrire la forme de ce qu'il a filmé. Il dira simplement « ça ressemblait à un gros tic-tac ». Quand David Fravor verra la vidéo, il confirmera qu'il s'agit du même objet que celui auquel ils ont eu affaire. Le lieutenant Underwood n'a pas eu à signer ce que les Américains appellent un NDA, un contrat de non-divulgation. En gros, c'est un papier à la signature duquel un membre du personnel s'engage à ne pas divulguer certaines informations. Personne ne lui demande de garder le silence à propos de ce qu'il a vu, et sa hiérarchie n'exercera aucune pression sur lui. Il en va de même pour David Fravor, qui lui aussi s'est rendu au CVIC après sa mission, et personne ne lui a ordonné de garder le silence ou de signer un contrat de non-divulgation. La vidéo montrant l'objet en forme de tic-tac va se retrouver sur YouTube assez tôt, une dizaine d'années avant que l'armée américaine confirme qu'il s'agit bien d'un document authentique. Et c'est à ce moment-là qu'elle va devenir célèbre et qu'elle va vraiment attirer l'attention de l'opinion. Les versions que l'on peut voir aujourd'hui sur Internet sont des copies. La vidéo originale était de meilleure qualité, mais comme il s'agit d'un enregistrement digital sur des bandes 8 mm, la qualité subit des dégradations quand on la copie. David Fravor, lui, a vu l'original sur un grand écran à bord du Nimitz, et il affirmera que même avec une plus grande résolution, il n'a pu distinguer aucun relief, aucune aspérité, aucune motorisation, aucune fenêtre, rien. Juste une surface blanche et uniforme.